Bonjour et bienvenue dans Apprentissage et pratique éclairée, le podcast où la recherche en sciences cognitives rencontre le terrain. Je m'appelle Alice Latimier, je suis docteure en psychologie cognitive et spécialiste de l'optimisation de l'apprentissage. Dans chaque épisode de ce podcast, je donne la parole à des chercheuses et des chercheurs en sciences de l'éducation et en sciences cognitives, mais aussi à des enseignants et enseignantes, formateurs, formatrices, ingénieurs, conseillers pédagogiques, plus largement à celles et ceux qui font vivre l'éducation et la formation au quotidien, y compris dans les environnements numériques. Cela fait largement consensus que de bonnes conditions d'apprentissage sont essentielles, car elles permettent à la fois la réussite individuelle des apprenants et des apprenantes, mais favorisent aussi le progrès global de la société. Et si l'apprentissage est efficace, cela permet non seulement de développer des compétences, mais aussi de favoriser l'innovation, de renforcer la coopération entre les individus d'une société et plus largement de mieux s'adapter aux transformations rapides qui nous attendent. Au sein de l'agence Cogix, nous ouvrons les portes des laboratoires pour transformer les données de la recherche en sciences cognitives en véritables leviers d'action concrets pour les professionnels de l'apprentissage et de la formation. Dans ce nouvel épisode, j'ai eu la chance de discuter avec Mélanie Maximino-Pinheiro, qui est docteure en psychologie cognitive et chercheuse postdoctorale en psychologie du développement et de l'éducation à l'Université de Vienne. Avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots, nous parler de ton expérience de thèse qui est encore très fraîche? Bonjour Alice, je te remercie pour cette invitation. Donc effectivement, je suis postdoctorante à l'heure actuelle au LabCID, donc le laboratoire de psychologie du développement et de l'éducation de l'enfant, qui est un laboratoire CNRS de l'Université Paris-Cité, et je suis également chercheuse affiliée dans un laboratoire de Sciences Po qui s'appelle le LIEP, le laboratoire interdisciplinaire d'évaluation des politiques publiques, où je travaille principalement avec des sociologues et des économistes sur la question des politiques éducatives. Et effectivement, je viens très récemment de soutenir ma thèse en psychologie qui portait principalement sur les liens entre la métacognition, les apprentissages scolaires, et la question de la réduction des inégalités éducatives, et particulièrement les inégalités éducatives qui sont liées au milieu social d'origine des élèves. Et donc tu as étudié notamment un processus qui est essentiel, c'est ce qu'on appelle la métacognition. Alors pour celles et ceux qui n'auraient jamais entendu parler de ce processus, est-ce que tu peux nous dire concrètement de quoi il s'agit? Pas rentrer dans le détail, comment on peut définir ce qu'est la métacognition et à quoi elle sert? La métacognition, elle est souvent associée à des expressions du type penser sur ses pensées, cognition sur la cognition ou apprendre à apprendre. Ça, les enseignants l'entendent beaucoup. L'idée centrale dans toutes ces expressions, on le voit bien, c'est cette idée de réflexivité, d'introspection. Voilà, j'apprends à apprendre, je pense sur mes pensées. Dans le domaine de l'éducation, on a tendance à considérer deux grandes composantes à la métacognition. D'un côté, ce qu'on va appeler les connaissances métacognitives, et de l'autre, ce qu'on va appeler les compétences métacognitives. Les connaissances, c'est tout ce qu'on sait sur la cognition, en fait, finalement, tout ce qu'on sait sur comment ça fonctionne la cognition, à la fois de manière générale, mais aussi sur sa propre cognition. Donc avoir des connaissances sur comment ça fonctionne la mémoire, sur comment ça fonctionne l'attention, c'est déjà de la métacognition, parce que justement, c'est une connaissance sur comment ça fonctionne la cognition. Aussi des connaissances sur sa propre cognition à soi, le fait de se dire, justement, je suis pas très bon en mémorisation ou je suis meilleur en calcul mental qu'en orthographe. On voit déjà qu'il y a aussi déjà cette idée de réflexivité. En fait, c'est une évaluation de sa propre cognition au regard de ses expériences passées. Donc c'est tout ce qu'on peut savoir et tout ce qu'on peut dire de la cognition. Et effectivement, ça va aussi avoir des implications sur nos comportements, les stratégies qu'on va mettre en place et les compétences métacognitives qu'on va mettre en œuvre en fonction de ce qu'on pense, de comment fonctionne la mémoire, l'attention. Sachant que ça peut être très juste ou très erroné. On parle de connaissances métacognitives, mais la limite avec les croyances qu'on peut avoir sur nous-mêmes est assez fine. Ça peut être des méconnaissances. Exactement. Et même sur comment fonctionne la cognition de manière générale, on peut très vite basculer dans ce qu'on appelle le neuromythe, donc des conceptions erronées, des croyances erronées qu'on aurait sur comment fonctionne la cognition, l'attention, la mémoire, la concentration.
Et donc de l'autre côté, on a les compétences métacognitives. Et là, on est plutôt du côté des stratégies en fait, de régulation de notre cognition. Donc on a tendance à en distinguer 3 qui sont le fait de toutes les stratégies impliquées dans la planification des activités qu'on aurait à faire, ce qu'on appelle le monitoring et le contrôle. Donc on n'a pas de bon terme en français pour traduire monitoring, mais un peu la surveillance, que je résume souvent par cette idée qui est de se poser la question, est-ce que tout se passe bien comme prévu ? Et le contrôle, c'est justement, si ça se passe pas bien comme prévu, comment je change de stratégie ? Et la troisième grande compétence ou stratégie métacognitive, ça va être l'évaluation. Donc l'évaluation métacognitive dans le sens où on va évaluer ses procédures, évaluer les processus cognitifs, évaluer le résultat de l'activité qu'on a réalisée. Est-ce que on arrive au résultat qu'on avait prévu dans la phase de planification ? Donc on voit aussi que ces compétences et ces stratégies, évidemment, elles se répondent. Et on voit toujours ce côté vraiment réflexif. C'est en fait avoir toujours cette idée qu'on est au-dessus en fait de sa cognition et qu'on est en train de la superviser et de ce qu'on est en train de faire au moment où on est en train de le faire, voilà. Évidemment, on va voir à quel point développer cette métacognition est essentiel, est un vrai levier pour apprendre. Comment ça interagit avec les processus cognitifs de mémorisation, attentionnel, motivationnel aussi ? Ouais. À quel endroit la métacognition, elle intervient et en quoi le fait d'avoir une bonne métacognition est favorable à l'apprentissage ? Elle intervient sur tous les processus cognitifs. On peut faire de la métacognition sur ces processus attentionnels, sur ces processus mnésiques, sur ces processus motivationnels. Et il y a un certain nombre de cadres théoriques qui justement vont venir faire la liaison entre métacognition, par exemple les fonctions exécutives. Il y a même certains chercheurs qui plaident pour le fait qu'en fait on les réunisse et qu'on considère que c'est un grand cadre de régulation cognitive, puisqu'effectivement il y a un certain nombre de similitudes, de chevauchements déjà dans les cadres théoriques. Par exemple, je parlais de planification en termes de compétences métacognitives, c'est aussi parfois considéré comme une fonction exécutive dite complexe. En termes développemental, il y a des similarités, c'est toutes les deux des composantes qui sont sous-tendues par le lobe frontal, c'est des capacités cognitives dites de haut niveau, donc effectivement il y a des liens de ce point de vue-là. Du côté motivationnel, il y a un cadre théorique qui est de plus en plus connu aussi des professionnels de terrain, qui est l'apprentissage autorégulé et qui est justement un cadre qui intègre à la fois les aspects motivationnels, cognitifs et métacognitifs, avec l'idée que justement c'est la motivation des élèves qui va leur permettre en fait d'entrer dans des stratégies et d'utiliser des stratégies cognitives et métacognitives les plus efficaces dans le cadre de leurs apprentissages. On peut faire de la métacognition sur la mémoire, et d'ailleurs les premiers travaux sur la métacognition ont porté sur la métamémoire, donc toutes ces connaissances et ces compétences de régulation associées à la mémoire, les connaissances qu'on pouvait avoir sur le fonctionnement de la mémoire et sur les stratégies les plus efficaces pour mémoriser. On a aussi parlé de méta-attention et on peut parler de méta-motivation, de méta-émotion. Voilà. Sur cette notion d'apprentissage autorégulé, est-ce qu'il y a des dispositifs pédagogiques qui vont favoriser sa bonne efficacité, son bon développement, ou finalement, dit autrement, quels sont les ingrédients qui vont soutenir justement cet apprentissage autorégulé ? Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a énormément de données sur le sujet, sur ces liens entre métacognition et apprentissage scolaire, ou de manière plus générale, apprentissage autorégulé et apprentissage scolaire. Et on a énormément de données aussi justement interventionnelles, donc issues d'interventions qui ont visé à développer ces compétences-là et ces connaissances-là chez les élèves pour voir s'il y avait un transfert et des gains, des bénéfices sur les apprentissages scolaires plus formels, le français, les mathématiques, les sciences par exemple. Donc ce qui est important vraiment de dire, déjà il y a énormément de données sur le sujet et elles convergent sur la grande efficacité et le grand bénéfice d'utiliser ces approches et ce dès le plus jeune âge, et on pourra y revenir, à tous les niveaux de la scolarité et dans énormément de disciplines académiques. Et alors justement, la métacognition fait partie souvent de ces ingrédients clés quand on parle d'apprentissage autorégulé. On a souvent tendance à considérer effectivement que la métacognition est une porte d'entrée et une dimension clé
pour justement accéder à cette autonomie et être en mesure en fait d'outiller les élèves pour qu'ils puissent faire face en fait aux différentes activités, aux différents contenus qu'ils ont à apprendre, dans un contexte où on ne sait pas encore dans le futur quelles sont justement les compétences forcément qu'il faudra acquérir ou où on ne peut pas à l'heure actuelle former les élèves à tous les contenus dont ils auront besoin par la suite. Et donc un enjeu justement des outils à apprendre pour que presque face à n'importe quel contenu, ils puissent justement déjà mettre en place les stratégies les plus efficaces pour favoriser leurs apprentissages. Moi j'aimerais bien avoir ton avis sur le rôle des enseignants vis-à-vis de justement la stimulation, le soutien à cette métacognition. Quel rôle ils peuvent jouer, et aujourd'hui, de ton point de vue, est-ce qu'ils sont aussi suffisamment outillés pour soutenir cette métacognition ? Alors, ils ont un rôle absolument central. D'ailleurs, quand on regarde les résultats de ma thèse et les différentes interventions qu'on a pu mener, c'est clairement la formation des enseignants qui, pour le moment, montre les résultats les plus encourageants et les plus prometteurs. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a déjà eu des recherches justement sur le fait un petit peu essayer de cartographier les pratiques pédagogiques qui relèveraient de la métacognition chez les enseignants. Il n'y a pas non plus énormément de travaux sur le sujet, et encore moins en France, donc il y a encore largement des choses à faire dans le domaine, mais ce qu'on voit de manière générale, c'est que bien que les enseignants soient convaincus de l'utilité et de l'importance que la métacognition peut avoir dans le développement des élèves, dans leurs apprentissages scolaires et dans leurs propres pratiques au quotidien, ce sont malheureusement des pratiques qui sont quand même très peu développées et très peu fréquentes et qu'on observe très peu. Mais pour le coup, on ne peut pas blâmer les enseignants pour ça à partir du moment où, clairement par manque de formation, et d'accompagnement. Donc je plaide pour que ça soit davantage le cas, et les travaux qu'on mène particulièrement au LabCD visent justement à cela, à essayer de faire en sorte que on puisse davantage intégrer cette composante-là dans les formations des enseignants, autant que possible, à la fois dans le cadre de la formation initiale et de la formation continue. Ouais. Et justement, est-ce que tu as des exemples un petit peu de contenu, ou en tout cas type d'intervention auprès d'enseignants pour les acculturer sur ces sujets ? Il y a des choses un peu à se mettre sous la dent. Oui. Alors, en fait, il existe beaucoup d'outils. Malheureusement, ils ne sont pas forcément disponibles en français. Parce que pour le coup, il y a énormément de données qui existent dans le domaine d'un point de vue de la littérature scientifique. Il y a beaucoup aussi d'outils qui en ont été dérivés, mais plutôt en langue anglaise. Okay. Donc il y a un enjeu effectivement à traduire et à diffuser ces outils. Et à adapter peut-être. Aussi également à notre contexte national. Donc c'est ce à quoi on s'attelle, et voilà, j'essaye autant que possible de diffuser ces outils. C'est aussi une question de tranche d'âge. Chez les plus âgés, donc je dirais chez les élèves à partir de 8 ans et plus, donc les grands primaires et second degré, on a quand même pas mal de choses, et chez les plus petits c'était moins le cas, mais maintenant justement avec les travaux qu'on a menés sur ce sujet dans le cadre de ma thèse, ça tend à se rééquilibrer, disons. Comment on adresse ce sujet-là avec les enseignants ? Est-ce que vous leur faites, je sais pas, une espèce d'aperçu du fonctionnement cérébral chez l'enfant ? Est-ce que, enfin, tu vois, c'est à quoi ça ressemble comme type de... Donc dans le cadre de ma thèse, on a pu mener une intervention qui visait justement à former les enseignants, donc particulièrement des enseignants de maternelle. Okay. Donc ce qui était intéressant avec ce projet, c'est que c'était des heures de formation qui étaient intégrées dans les heures classiques, enfin dans les heures officielles, dans le plan de formation en fait des enseignants. Donc ce qui nécessitait pas pour eux d'ajouter en fait du temps. C'est un projet qu'on a mené à Marseille, qui était très intéressant de ce point de vue-là. Et la formation, elle a consisté, dans un premier temps, à offrir un peu un panorama aux enseignants sur cette question-là, donc de les sensibiliser, de revenir sur déjà la définition de la métacognition et vraiment ce que ça implique en matière d'éducation, d'apprentissage scolaire, on pourra y revenir, mais aussi le lien avec la question de la réduction des inégalités éducatives.
Et ensuite, on leur a présenté un certain nombre d'outils et de ressources sur justement la base des outils et ressources déjà existants, particulièrement dans la littérature ou de ce qui pouvait déjà se faire dans le monde anglo-saxon, et les quelques outils qui existent déjà aussi en français, et plein de perspectives d'adaptation, parce qu'il fallait nécessairement les adapter à des élèves plus jeunes. Et ensuite, effectivement, ce qui était un peu la clé dans le cadre de ce projet, c'était de laisser les enseignants s'approprier ces outils et ces ressources, les laisser essayer de mettre en place et d'intégrer ces éléments dans leur pratique pédagogique. Et ce qu'on a essayé de faire, c'est de les accompagner un maximum au cours de l'année pour faire les ajustements et voir comment on pouvait les accompagner de ce point de vue-là. Après, en termes d'outils et de ressources, il y en a plusieurs. Sur le volet connaissances métacognitives, il y a effectivement la nécessité d'apporter des connaissances aussi aux enseignants sur comment fonctionne en fait le cerveau, comment il se développe, comment fonctionne le cerveau de l'enfant, comment se développe le cerveau de l'enfant, parce que malheureusement c'est des éléments qui sont pas forcément présents dans leur formation, et leur donner aussi des outils pour que eux transmettent aussi ces informations de manière très simple et dès le plus jeune âge. Moi je parle exactement, moi je parle du cerveau à des élèves de petites sections, de moyennes sections, de grandes sections de maternelle, avec des petits bouquins adaptés où justement on va parler d'à quoi ça sert le cerveau, de comment il se développe, on va parler de neurones, de plasticité, alors et on va contourner les difficultés, les mots un peu jargonneux, on va faire des activités ludiques pour pouvoir passer un certain nombre d'idées de ce point de vue-là. Et après, les enseignants, ils ont une grande marge de manœuvre sur la question des pratiques pédagogiques. Alors, une grande marge de manœuvre, je dis ça dans le sens où il y a une liberté pédagogique. Tout à fait. Et il y a... on peut le prendre par plusieurs bouts et par plein de pistes, même si effectivement ça nécessite de la formation et de l'accompagnement. Même si je recommande toujours, on peut commencer petit, on peut commencer par quelques minutes dans sa journée. Mais c'est vrai que ça peut passer à la fois par de l'instruction directe. Une recommandation qu'on fait beaucoup aux enseignants, c'est en fait d'enseigner explicitement aux élèves comment planifier, comment monitorer, comment évaluer. Ça peut passer notamment aussi par revoir un peu sa structuration de séance, par exemple. Moi, c'est quelque chose que je recommande pas mal aux enseignants. Je parle du avant, pendant, après, parce que c'est la manière aussi que j'ai d'en parler aux élèves les plus jeunes pour justement essayer de rendre plus accessibles ces grands concepts de planification, monitoring et évaluation. On peut trouver plein de métaphores même pour les Exactement. petits. Ouais. On utilise plein de pictogrammes à cet âge-là. Ouais. Souvent, je te disais que le monitoring, c'est souvent cette question de est-ce que tout se passe bien comme prévu. On a le pictogramme du détective qui justement avec sa loupe prend de la hauteur et se pose la question est-ce que tout se passe bien comme prévu. La planification, le plan avec l'idée de différents chemins et donc de différentes stratégies. On se pose la question de savoir quelle serait la stratégie la plus efficace selon nous, et puis on révise s'il y a besoin de réviser. La question de l'évaluation, ensuite, que je représente souvent avec un petit escalier pour parler de ce qu'on appelle dans le jargon l'évaluation prospective. Donc il y a à la fois l'évaluation rétrospective sur l'activité qu'on vient de réaliser, est-ce que c'était facile, difficile, est-ce que je suis arrivée au résultat qui était espérer, comment j'ai fait, est-ce que ma procédure était la plus efficace, et puis l'évaluation prospective, comment je pourrais réutiliser ce que j'ai fait là dans cette activité, et souvent justement on le symbolise par un petit pictogramme d'un petit escalier pour symboliser l'idée de progrès. Donc voilà, en termes d'enseignement explicite vraiment de ces compétences métacognitives, en termes de structuration de séance, il y a beaucoup de choses à faire aussi du côté des questionnements métacognitifs pour aller susciter cette réflexivité chez les élèves, de leur demander comment ils apprennent, pourquoi ils apprennent, ce qu'ils ont trouvé difficile, comment ils s'y sont pris, les différentes techniques, stratégies, façons de faire. Et tout ça, c'est un vocabulaire dont même les jeunes élèves peuvent se saisir très tôt. Hein. Après nos passages et nos formations, j'ai souvent entendu des élèves de maternelle justement utiliser ce vocabulaire de stratégie. Il y a les questionnements métacognitifs, comme je le disais, il y a la question des feedbacks aussi que font les enseignants aux élèves pour essayer de favoriser cette réflexivité et cette métacognition. Et puis
comme on le disait, l'apport de connaissances métacognitives, comment fonctionne le cerveau, comment il se développe, ce que ça implique pour les apprentissages, quand on sait comment fonctionnent les distracteurs, ça permet aussi de mettre en place des stratégies d'attention et de concentration peut-être plus efficaces, quand on sait comment fonctionne un peu la mémoire et de dire qu'en fait l'oubli est absolument naturel, ça permet aussi de revenir sur le statut de l'erreur et le statut de l'oubli et de dédramatiser l'oubli et de aussi revenir sur en fait pourquoi on répète sans cesse. Ça permet en fait de lever pas mal d'implicites sur aussi comment fonctionne une classe, pourquoi on fait les choses comme ça dans une classe pour les enseignants. C'est des super exemples et en t'écoutant je me rends compte que en tant que formatrice pour adultes, ça fait aussi complètement sens. Moi j'aime bien donner comme recommandation de pouvoir un petit peu justifier les objectifs pédagogiques, justifier pourquoi telle activité, telle mise en pratique, telle manière de faire, elle a du sens pour développer quoi. Comme tu viens de le dire, comment vous vous y êtes pris, quel a été votre cheminement, quelle a été votre réflexion. Comme tu l'as aussi précisé, le feedback, et notamment je pense au feedback négatif, qui a vraiment une vertu de, quand il est élaboré, riche et guidant, de proposer un plan d'action sur comment s'y prendre autrement pour corriger son comportement ou sa manière de faire. Même chez l'adulte, en fait. Tout à fait. C'est aussi hyper pertinent de comprendre ça en tant que formateur. On a des données qui nous montrent qu'en réalité, les approches métacognitives sont parmi les plus efficaces dès le plus jeune âge et tout au long du développement et même à l'âge adulte, dans le cadre de la formation, comme tu le dis, dans l'enseignement supérieur. Donc effectivement, c'est le cas à tous les âges. Ouais, c'est ça qui est vraiment, je trouve, très puissant et aussi insuffisamment exploité. C'est que c'est pas que au tout début des apprentissages scolaires. Mais finalement, on peut se retrouver face à certains adultes qui vont avoir justement des idées préconçues sur comment ils fonctionnent ou ne fonctionnent pas d'ailleurs. Ce qui peut démontrer des méconnaissances métacognitives et se retrouver à utiliser des stratégies pas du tout en adéquation avec le fonctionnement du cerveau. Et ça montre à quel point plus on prend le problème tôt et plus ça permet d'avoir des adultes qui plus tard en fait vont aussi aller vers des stratégies efficaces plus exactement, plus et rapidement. c'était tout l'enjeu de cette thèse, alors à la fois parce que ça venait répondre en fait à une limite clairement de la littérature qui s'était jusque-là principalement intéressée aux élèves plus âgés, mais pour des raisons à la fois théoriques et pratiques et méthodologiques, parce qu'en fait on le voit, c'est quand même, ça reste un processus cognitif qui est complexe. Je disais en fait, pendant très longtemps on a considéré qu'en fait les jeunes élèves n'étaient pas capables de métacognition, que c'était quelque chose qui se développait plus tard. Donc à la fois ça permettait de venir répondre à cette limite et de voir en fait si on arrivait à répliquer ce qui était habituellement retrouvé avec des élèves plus âgés. C'était pas forcément dit d'ailleurs. Bon, il se trouve que ça, au vu des résultats de ma thèse en tout cas, ça a l'air d'être... A priori, oui. A priori, c'est plutôt le cas. Et avec justement cette ambition d'essayer de travailler le plus tôt possible pour essayer de potentialiser un petit peu les effets, de faire en sorte que ça soit en fait une pierre un peu fondatrice en début de scolarité, mais que ça dure. Et c'est d'ailleurs souvent une frustration qui peut venir du terrain quand j'échange avec les professionnels de l'éducation, c'est qu'en fait je leur dis souvent je me suis pas intéressée particulièrement aux élèves plus âgés parce qu'en fait j'ai l'impression qu'il y a déjà tellement. Alors en réalité c'est à nuancer par rapport au contexte français où on manque encore clairement de ressources qui soient accessibles, disponibles, traduites pour nos enseignants, pour nos formateurs. Mais si on applique les données qu'on retrouve de manière là aujourd'hui largement consensuelle, ça, du côté des élèves plus âgés, les bénéfices de ces approches-là ne font plus aucun doute. Mais c'est vrai que dans le contexte national, il y a cette frustration de se dire, finalement, j'ai travaillé que chez les maternelles et chez les débuts primaires, et quid du reste... généraliser... Exactement, mais quid du reste de la scolarité pour aussi donner des conseils et des recommandations les plus adaptées aux enseignants, chez les élèves les plus âgés du premier degré, et aussi dans le second degré. Le lien avec la question des inégalités éducatives, on sait que les élèves il y a des formes d'inégalités qui se posent de ce point de vue sur à quel point les élèves disposent ou non de ces outils, de ces méthodologies d'apprentissage, de ces capacités réflexives sur ce qu'ils font, en fonction de ce qui leur a été enseigné, donc dépendamment aussi des enseignants, et en fonction de l'environnement dans lequel ils ont évolué, et ça
il y a aussi cette question de l'environnement familial, du milieu maître de ces apprentissages, au regard aussi de ce que l'environnement a pu offrir et de ce qu'ils ont réussi à grappiller un peu dans leur environnement. Et de ce point de vue-là, on sait qu'il y a des inégalités. Et justement, toi qui as étudié ça, ce lien entre métacognition, réussite scolaire et statut socio-économique, en quoi la métacognition et les interventions qu'on peut faire peuvent être un levier de réduction de ces inégalités? Alors en fait, dans la littérature scientifique, ce qui est assez étonnant, c'est que le lien entre métacognition et statut socio-économique a pas tant été étudié que ça, ce qui est assez étonnant au regard du nombre d'études qu'on a sur la métacognition en éducation de manière générale et en sachant l'importance de cette question des inégalités éducatives. Et c'est assez étonnant aussi au regard d'autres processus cognitifs qui, eux, ont déjà largement été étudiés par ce prisme des inégalités éducatives. Je pense aux fonctions exécutives, je pense au développement du langage également. Mais les données qu'on a corroborent celles qu'on a par ailleurs sur les autres processus cognitifs. La métacognition ne fait pas exception, on voit déjà des inégalités de développement métacognitif et très, très jeunes. Donc justement, dans le cadre de ma thèse, c'est des inégalités de développement métacognitif qu'on a pu documenter pour la première fois d'ailleurs dans le contexte français dès l'école maternelle. Mais à côté de ça, on a aussi des données, on avait des données un peu préliminaires qui indiquaient que justement les interventions métacognitives semblaient être un levier de réduction des inégalités éducatives, avec le fait que les élèves issus de milieux socio-économiques plus défavorisés semblaient bénéficier davantage des interventions et des approches métacognitives, ce qui leur permettait en fait de réduire l'écart avec leurs camarades, leurs pairs issus de milieux socio-économiques plus favorisés. Et en fait, quand on a trouvé ce résultat, c'était quelque chose d'assez surprenant. Et l'hypothèse principale, justement, qui a été faite, parce que initialement, ces résultats, on les a trouvés sur ce qu'on appelle l'hypothèse différée, c'est-à-dire plusieurs mois, plusieurs semaines après les interventions, et pas forcément immédiatement après. Et c'est un peu ça qui a surpris. L'hypothèse, à ce moment-là, c'était de se dire que, sans doute, les élèves issus de milieux socio-économiques plus défavorisés, en fait, avaient besoin de plus de temps pour pouvoir intégrer, en fait, les éléments clés, les ingrédients clés des interventions qui leur avaient été dispensées, pour les intégrer dans leur routine d'apprentissage, et en fait ça avait un peu un effet... Il y a un délai, quoi. Il y avait un délai. Et donc, en partant de ces résultats, justement, je me suis posé la question. Ces résultats, déjà, ils ont été obtenus auprès d'élèves, justement, plus âgés, donc souvent fin primaire et secondaire. Et connaissant l'émergence sachant que les inégalités éducatives se manifestent très tôt dans le développement, et on sait en plus que c'est particulièrement une question dans le système éducatif français, qui est un système éducatif particulièrement inégalitaire, alors même que justement paradoxalement ma question était de savoir si c'était justement des résultats qu'on pouvait retrouver chez les élèves les plus jeunes, en sachant qu'on observait déjà ces inégalités dès le plus jeune âge, et qu'on sait qu'un des moyens les plus efficaces de réduire les inégalités, c'est justement d'investir sur la petite enfance et le jeune âge, et que ça fait partie des approches les plus efficaces pour réduire les inégalités de manière générale, et aussi d'un point de vue sociétal. Dans cette perspective-là, c'est à ce moment-là qu'on a essayé de combiner justement métacognition, apprentissage scolaire et inégalité, particulièrement chez le jeune enfant, et qu'on a déployé différents projets qui visaient à promouvoir la métacognition des élèves par différentes interventions. On a fait une intervention qui a ciblé les élèves directement, donc c'était une séquence pédagogique qu'on délivrait aux élèves directement en classe. On a aussi mené un projet parent, donc plus large que la métacognition, justement sur l'apprentissage autorégulé dont on parlait. Donc c'était un projet qui visait à sensibiliser les parents à ces questions-là pour essayer de changer, d'intervenir sur les pratiques parentales. Un projet aussi enseignant, justement de formation, le projet à Marseille dont je te parlais. Et puis il n'est pas dans le cadre de la thèse, mais il est venu ensuite, un projet, et d'autres qui sont d'ailleurs en cours, de formation, cette fois-ci des formateurs, et essayer de voir aussi, dans une perspective justement de politique publique, puisque je m'intéresse à ces questions-là, de savoir comment aussi on passe à grande échelle, et comment on essaie d'implémenter à grande échelle, et que ça constitue
éventuellement une politique publique en matière d'éducation. Et les questions étaient de savoir, est-ce qu'on arrive déjà à promouvoir, à développer la métacognition des élèves à cet âge-là, parce qu'en fait on avait très peu de données pour le dire, et donc il y avait une vraie question de savoir, mais en fait tous ces chercheurs et même mes collègues qui parfois me regardent avec des gros, pourquoi elle fait ça avec des élèves aussi petits alors que les modèles théoriques qu'on a... Ça peut être assez risqué du point de vue... Et même encore aujourd'hui, c'est-à-dire que aujourd'hui quand je discute avec certains collègues, c'est pas forcément aussi admis le fait que la métacognition se développerait aussitôt et qu'elle serait malléable aussitôt. Donc la question était de savoir justement, est-ce qu'on peut promouvoir la métacognition à cet âge-là ? Si c'est le cas, est-ce qu'on observe des transferts, des bénéfices sur les apprentissages scolaires ? Est-ce qu'il se passe quelque chose ? La question éducative pour les enseignants. Dernier maillon, de savoir est-ce que ça peut bénéficier à la réduction des inégalités. La formation des enseignants semble montrer les résultats les plus encourageants et les plus prometteurs. Et sur les 3 maillons dont je t'ai parlé, donc à la fois le fait que c'est parfaitement possible de promouvoir la métacognition des élèves chez les élèves de maternelle, voilà, donc dès la petite section, dès la moyenne section, qu'on observe des transferts sur les apprentissages scolaires. Dans le cadre de ma thèse, on les a particulièrement observés dans le contexte des mathématiques. Alors ça ne veut pas dire que ça ne peut pas avoir lieu dans le contexte du langage et de l'apprentissage du français, mais au vu des interventions qu'on a menées, les transferts étaient particulièrement importants en mathématiques, et que ça pouvait aussi avoir justement un effet sur la réduction des inégalités éducatives. Donc on a vu des effets sur la réduction des inégalités de développement en matière de métacognition, c'est-à-dire que les élèves qui bénéficiaient le plus de ces interventions étaient les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés, leur permettant de combler une partie du retard. On n'a pas comblé l'intégralité du retard, on n'a pas comblé l'intégralité de l'écart qui les sépare des élèves issus de milieux socio-économiques favorisés. C'est pas une baguette magique, mais en tout cas, on a quand même largement contribué à réduire cet écart sur la métacognition, et on a des données plutôt encourageantes sur aussi les acquisitions scolaires. Quelles métriques ont été utilisées, sur quels indicateurs objectifs vous êtes reposés pour voir le gain, le bénéfice ? Alors, comment on mesure la métacognition avec des élèves aussi jeunes ? Ça doit être très très drôle. De toute façon, je suis une chercheuse qui, pendant une grande partie de sa thèse, a été davantage en école qu'en laboratoire. À mon plus grand bonheur, même si j'adore mes collègues et que j'adore être en laboratoire, je fais vraiment... j'ai une appétence particulière pour le fait d'être sur le terrain et d'être dans les écoles. Et d'ailleurs, pour être parfaitement honnête avec toi, ça faisait la finalisation de la thèse a nécessité que je me concentre là-dessus, donc ça faisait plusieurs semaines que j'avais pas été en école, et à l'heure où on enregistre ce podcast, je suis retournée en école hier, et ça a été une bouffée d'oxygène de retrouver des élèves, des situations d'apprentissage, d'être en classe, d'échanger avec les enseignants... Donc comment on mesure la métacognition avec des élèves aussi jeunes ? Alors on va directement en école déjà pour pouvoir leur proposer donc des petites tâches, des petits exercices, et leur poser des petites questions qui sont adaptées à leur âge. Donc par exemple, pour mesurer les compétences métacognitives, on utilise ce qu'on appelle la tâche du zoo. Donc c'est une petite tâche avec des animaux, une sorte de petit labyrinthe de maps de zoo, et on demande en fait aux élèves de trouver le chemin le plus court, de dessiner le chemin le plus court pour aller nourrir tous les animaux d'une certaine liste, et puis il y a différentes listes de complexité croissante. Et en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas tant de savoir s'ils ont trouvé le chemin le plus court, parce qu'on l'aura compris, la question de la métacognition, c'est la question des mécanismes, des processus, de comment on fait. Donc en fait, ce qu'on vient mesurer, c'est les compétences, les stratégies métacognitives que les élèves utilisent pour réaliser la tâche. Donc est-ce qu'ils vont venir planifier leur chemin avant de le commencer ? Est-ce qu'ils monitorent ? Comment ils s'y prennent ? Exactement, comment ils monitorent et ils contrôlent ? Est-ce qu'ils se posent la question de savoir justement est-ce qu'ils ont nourri tous les animaux ? Est-ce qu'ils se rendent compte qu'en fait ils n'ont pas trouvé le chemin le plus court, ils demandent à se corriger ? Et est-ce qu'ils évaluent ce qu'ils font ? Donc est-ce que par exemple ils vont recompter le nombre d'animaux qu'il fallait nourrir et les animaux qu'ils ont été nourrir avant de dire qu'ils ont terminé ? Est-ce qu'ils font tout ça de manière spontanée ? Donc on les filme en fait en train de réaliser qui est justement une activité qui va souvent justement, on propose des activités qui vont venir impliquer des processus justement de planification, des processus un peu complexes de haut niveau, donc souvent des jeux de construction, des labyrinthes, des puzzles, où on peut
voir ce type de comportement. Ensuite, après avoir réalisé la tâche, on leur pose des petites questions sur comment ils ont fait, et là ça nous permet en fait d'avoir... débrief en fait. Exactement, ça nous permet d'avoir une mesure de connaissances métacognitive, à la fois des connaissances qu'ils ont sur eux, sur la tâche qu'ils viennent de réaliser, sur les stratégies qu'ils ont employées, donc voilà, on leur pose des petites questions là-dessus, et on complète aussi souvent avec un questionnaire enseignant, pour avoir aussi un petit peu une idée des comportements qui peuvent être observés dans le contexte de la classe, dans le contexte des apprentissages au quotidien, donc ça nous permet d'avoir... de croiser exactement, pour avoir une image la plus fine possible de leur profil métacognitif, selon les différentes dimensions. Donc ça c'est pour le versant métacognition. Pour le versant acquisition scolaire, on leur propose des petits exercices standardisés qui correspondent au programme par rapport à des activités de langage, de français et de mathématiques. Donc sur la question du langage, on va venir mesurer le vocabulaire, la conscience phonologique, les capacités en grammaire. Et puis pour le côté mathématique, on s'est intéressé particulièrement au comptage, à la numération et au tout début des opérations arithmétiques, faire des petits calculs. Et puis dans le cadre du projet enseignant, ça impliquait aussi de mesurer les pratiques pédagogiques des enseignants, des pratiques pédagogiques relatives à la métacognition, et pour ça on allait en fait simplement dans les classes et on observait pendant 45 minutes, 1 heure l'enseignant sur une séance de français, une séance de maths par exemple, pour aller observer ses pratiques à lui. Sur le projet parent, on a mené des entretiens téléphoniques où justement on posait un certain nombre de questions aussi pour venir collecter, mesurer les pratiques parentales existantes. Et puis la mesure du statut socio-économique, bien sûr. forcément, pour ensuite aller explorer justement est-ce qu'il y a des bénéfices différenciés de l'intervention selon le statut socio-économique, selon le milieu social d'origine de l'élève. Et par curiosité, on parle de combien d'élèves, enfin les tailles d'échantillons Alors, sur l'intégralité de la thèse, enfin l'intégralité des projets, je pense qu'il y a plus de 4000 élèves qui ont été ciblés. C'est impressionnant, ouais. Oui, et on a le projet interventionnel le plus petit, disons, c'était 350 élèves, et le plus ambitieux, on était à environ 1300. Et là, tu es encore en train de faire des analyses ? Ouais, je suis encore en train de faire des analyses, particulièrement sur le projet formation de formateurs, avec la question de savoir justement, est-ce qu'on arrive à former les formateurs pour qu'eux forment efficacement les enseignants, et qu'ensuite ça se redéploie dans les classes, et justement de savoir en termes de fidélité et d'implémentation, est-ce qu'on arrive à maintenir les effets en rajoutant des couches, en rajoutant des strates, et est-ce qu'on arrive à former les formateurs de manière efficace pour que leur accompagnement... Alors là, c'était des conseillers pédagogiques de circonscription, donc ils peuvent vraiment donner un accompagnement quotidien, puisqu'ils sont souvent justement dans... C'est les interlocuteurs privilégiés. Dans les classes, ils sont aussi beaucoup mobilisés sur la question des formations continues, mais ils offrent en fait un accompagnement vraiment quotidien aussi, en menant justement beaucoup d'observations dans les classes, et de savoir justement est-ce qu'on arrive à retrouver les effets qu'on a observés quand on formait nous en direct les enseignants, parce que alors, c'était un projet très intéressant, mais qui restait un peu encore dans une perspective expérimentale, dans le sens où on ne peut pas s'imaginer que un groupe d'enseignants soit formé par une équipe de recherche qui lui soit complètement consacrée au cours de l'année. Ce serait génial, mais c'est difficilement envisageable, et c'est justement, c'est tout ce pont aussi qu'on fait au LabCD et au LIEP, de savoir comment on travaille sur l'implémentation à large échelle et comment on se dirige vers vraiment une perspective de politique publique, et pas seulement, même si il faut commencer par ça et c'est très intéressant, de projets expérimentaux, très psycho, où on fait sa petite manip ou son entraînement, mais de savoir vraiment comment on passe après sur des dispositifs beaucoup plus globaux. Exactement, et qu'on les évalue aussi de ce point de vue-là, parce qu'on le sait, c'est pas parce qu'on observe des effets à petite échelle sur des assez contrôlés, sur des expérimentations très contrôlées, que c'est des effets qui vont se maintenir quand on déploie à large échelle
on déploie le dispositif, si justement c'est pas aussi accompagné, si cette implémentation n'est pas accompagnée. Oui, parce que là, effectivement, dans son exemple, c'est très structuré et, entre guillemets, l'équipe de recherche a une forme de contrôle sur tout ce qui peut se passer dans les personnes impliquées. Et justement... tout ce qui peut se passer, oui à et peu près. Oui et non. Parce que c'est déjà, ce qui se passe à la maison, c'est déjà, pas... faire ces recherches qu'on appelle translationnelles appliquées, c'est déjà des recherches qui sont un peu différentes de manipulation en laboratoire très contrôlée. Donc on se rapproche quand même de situations de terrain et c'est assez écologique. Voilà, c'est assez écologique. Là, tu vois, c'était une formation qui, en plus, s'intégrait dans le plan de formation annuel des enseignants. Pas du tout artificiel. Voilà, et ensuite, on leur laissait vraiment la liberté d'intégrer ces éléments comme ils le souhaitaient au sein de leur pratique, d'adapter en fonction de leur propre pratique existante, de ce qui leur parlait, ne leur parlait pas, aussi en fonction du profil de leur classe cette année-là. Mais c'est vrai que ça reste une équipe de recherche qui forme. Alors c'est bien parce que on gardait un certain contrôle forcément sur le contenu, sur la maîtrise des informations qui leur étaient délivrées aux enseignants, sur la rigueur scientifique qui était délivrée. Et là, il y a la question de savoir, est-ce que en donnant ces éléments-là plutôt à une strate supérieurs les formateurs, ça pouvait quand même, on pouvait quand même retrouver les effets qu'on a quand on est en direct avec les enseignants. Donc, encore en train de réaliser des analyses là-dessus, et il y aurait encore plein de choses à explorer dans les données qui sont déjà collectées des précédents projets, et plein de choses justement à aller explorer, à la fois sur les pratiques parentales, sur les pratiques enseignantes, sur la métacognition des enseignants aussi. Oui, bien sûr, parce que c'est vrai que ça aussi, ça doit aussi pas mal jouer sur la capacité à soi-même soutenir la métacognition. Ça, c'est des choses qu'on explore. Simplement documenter en fait ce qu'il en est du développement métacognitif des élèves de cet âge-là, même s'il y a déjà des données, il y a encore beaucoup de travaux à faire sur le sujet, particulièrement dans le contexte national, dans le contexte français, où en fait on n'a pas tant de données spécifiques que ça, donc encore plein de choses à aller explorer dans ces différents projets, au-delà des résultats qui nous ont permis de répondre aux trois grandes questions que tu te posais dans le cadre de ta thèse. Et c'est vrai qu'à la fois c'est un gros challenge, et en même temps c'est très enthousiasmant de te dire qu'il y a une espèce de boulevard sur ce sujet-là. Oui, ça pour le coup, même s'il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans métacognition en éducation, et ce qui est intéressant et ce qui est aussi... comme je le dis souvent, si on arrêtait de faire des recherches sur la métacognition en éducation aujourd'hui, on aurait déjà largement de quoi informer quand même les pratiques de terrain et accompagner les enseignants. Donc passer à l'échelle, comme tu disais. Et passer à l'échelle, vraiment c'est le cas. Mais effectivement, maintenant, sur des questions plus spécifiques, sur des contextes nationaux spécifiques, sur des populations spécifiques, il y a encore plein de choses à faire. Et c'est ça qui est aussi enthousiasmant, c'est comme tu dis, le boulevard qu'il y a encore pour approfondir ces questions. Qu'est-ce qui peut avoir des effets soit nuls, soit contre-productifs quand on cherche à intégrer justement dans son ingénierie pédagogique, dans son geste pédagogique, le soutien à la métacognition? Est-ce que y a des choses où, comme ça, par intuition, on pourrait se dire tiens, je vais tester, je vais essayer, et en réalité, ça va pas porter ses fruits? Alors, je dirais que au vu de justement ces années maintenant d'expérience dans les écoles et au contact des professionnels de l'éducation, que ce soit des enseignants, des formateurs et autres, si on revient justement sur la question des connaissances métacognitives dont on a parlé, avec cette importance d'apporter des connaissances sur le fonctionnement du cerveau aux élèves, c'est quelque chose, nous, qu'on recommande dans le cadre des formations qu'on a réalisées auprès des enseignants. On introduit souvent la question par des séquences, en proposant des séquences pédagogiques aux enseignants qu'ils pourraient dispenser aux élèves, en faisant découvrir le cerveau, son fonctionnement, etc. C'est des interventions que moi-même j'ai pu réaliser directement auprès d'élèves, ce que tu expliquais, d'ailleurs. Et alors, c'est génial, on part à la découverte de son cerveau, on découvre qu'il y a des lobes, qu'il y a le lobe frontal, le lobe occipital, le lobe temporal. Alors, c'est très marrant et parfois ça inquiète même certains parents parce que vous avez un élève de petite section de maternelle, de moyenne section, de grande section qui sort de l'école en disant mais t'as pas bien activé ton lobe frontal. Voilà, donc c'est vrai que parfois ça fait sourire, et souvent
quand ça se passe, voilà, on sait que je suis passée par là ou que l'enseignant commence à être formé à ces questions. Enfin, c'est des séances qui fonctionnent très bien parce que les élèves sont hyper enthousiastes, voilà. Il faut quand même garder en tête que l'objectif final à la fin, c'est pas tant que les élèves sachent qu'ils ont un lobe temporal, un lobe frontal. Et en fait, souvent, l'écueil dans lequel on peut tomber, c'est de se dire, on a fait une séquence sur le cerveau, c'est une séquence métacognitive par définition. Et en fait, si ces éléments-là sont pas reliés à la question des apprentissages, à la question des stratégies que ça implique de savoir que l'attention, la mémorisation, que le lobe frontal, il se développe de cette manière, souvent en fait on rate le coche. Donc je recommande souvent, enfin je rappelle souvent aux enseignants, et c'est très bien de faire des séquences sur le cerveau en soi, mais je rappelle souvent que c'est important de lier ça aussi à des dimensions cognitives et vraiment à des dimensions de stratégie, de procédure, et de faire le lien en fait avec les apprentissages scolaires, comment on fait pour apprendre là le vocabulaire, nos sons et nos lettres, les mathématiques. Alors là je donne des exemples parce que je travaille beaucoup en maternelle, mais c'est aussi le cas dans les apprentissages des élèves plus âgés. Et donc voilà, de se dire, si je parle du lobe frontal et de l'importance que ça a par rapport à l'attention, la concentration et la planification, que ça s'accompagne d'un apport de stratégie sur comment en fait on est attentif et comment on se concentre. Mais c'est pas tant le fait qu'il me parle du lobe frontal, moi, qui m'intéresse à la fin, c'est de savoir justement le fait qu'ils aient des connaissances sur le lobe frontal, sur l'attention, sur la concentration, sur ce que ça implique de réfléchir, de planifier, d'inhiber, d'être flexible, etc. Mais que ça s'accompagne vraiment que ça soit intégré, en fait, finalement, à la question des stratégies et donc des outils et de comment on se comporte et de comment ça nous aide à apprendre quand on fait du collage, de la peinture, l'activité physique, l'activité artistique, du français ou des maths. Donc je dirais première chose, voilà, l'écueil dans lequel ne pas tomber autour de ces connaissances métacognitives et de la question des séquences sur le cerveau. Sur la question des compétences métacognitives, quand je présente les compétences métacognitives et les stratégies métacognitives aux élèves pour justement simplifier les choses avec les plus jeunes, je parle de les outils, les petites techniques qu'on a dans notre petite boîte à outils, puis on a un petit pictogramme, une petite image de boîte à outils, qu'on met en place avant, pendant et après une activité. Alors c'est bien, en plus en maternelle, ça permet de travailler sur les repères spatio-temporels. Ce qui n'est pas une mince affaire. Voilà, les enseignants sont très contents, enfin ça permet en tout cas de... Oui, ça permet de relier à une autre... Exactement, ça permet de relier à une autre acquisition. Donc voilà. Je le présente aussi comme ça aux enseignants parfois, même si c'est un peu plus complexe que ça. Et l'écueil dans lequel on peut tomber, c'est de se dire... donc une recommandation, c'est justement de structurer ces activités de sorte à ce qu'il y ait des temps de planification, de monitoring et d'évaluation qui soient justement très bien définis et dans lesquels on va venir justement essayer de soutenir la planification, le monitoring et l'évaluation. Et en fait... de la manière dont je le présente aux élèves qui est avant, pendant, après, ça se transforme souvent en structuration de séance en avant, pendant, après. Mais on peut faire une structuration de séance en avant, pendant, après qui ne soit absolument pas métacognitive et absolument pas réflexive. Et simplement donner une consigne avant une activité n'est pas une pratique métacognitive. Le fait de simplement mettre les élèves en autonomie et te dire bah là c'est mon temps de pendant, c'est pas forcément au service de développer le monitoring, est-ce que tout se passe bien comme prévu, la réflexivité sur ce que je suis en train de faire, est-ce que la stratégie est la plus adaptée, est-ce que j'ai pas oublié une étape, ce genre de choses, et le contrôle de je me rends compte que quelque chose ne va pas, je me corrige. Et pareil, le temps de bilan, il est pas forcément réflexif à partir du moment où on a fait un bilan de ce qui a été appris. Quand ce bilan existe. Quand je parle de avant, pendant, après, gardez en tête cet écueil dans lequel il ne faudrait pas tomber, de se dire que c'est vraiment un avant, pendant, après au service du fait de développer planification, monitoring, évaluation, et pas juste pour structurer. Et voilà, et pas juste un avant, pendant, après. En tout cas, il n'est pas forcément métacognitif parce qu'on l'a structuré avec ces 3 temps. Et peut-être la troisième chose, le troisième écueil, c'est de se dire que, alors, on peut commencer par ça en se disant justement on a un temps métacognition, on a nos 2, 3, 4, 5 minutes de métacognition dans la journée. Mais ce qui
l'écueil dans lequel il faudrait pas tomber, c'est de se dire que la métacognition, justement, elle est décorrélée, elle est déconnectée des apprentissages. C'est-à-dire qu'en fait, il faut vraiment que la métacognition, ce que les données nous montrent, c'est que la métacognition, elle est efficace quand elle est intégrée dans les apprentissages. C'est pas quelque chose en plus à faire après qu'on ait fini le français et les maths. On a un temps à apprendre, ou on a un temps métacognition. Comme si ça s'ajoutait, ce serait une discipline supplémentaire. Alors, peut-être que ça serait intéressant d'avoir cette discipline supplémentaire. Pourquoi pas, mais en tout cas, je me prononce pas sur cette question-là. Pourquoi pas, mais je pense qu'il y a plus... Enfin, chacun prêcherait pour sa paroisse. Mais en tout cas, par rapport à la métacognition, de garder en tête que elle est efficace à partir du moment où elle est vraiment intégrée dans les apprentissages. Donc en fait, elle est intégrée dans la manière dont on a de faire son cours de français, dans la manière dont on a de faire son cours d'histoire géo, dans la manière dont on a de faire son cours d'SVT, que ça soit des éléments intégrés et pas seulement un j'ai temps consacré 1 heure dans ma semaine à ça. Exactement. Donc garder ça en tête autant que possible par rapport, on le sait, toutes les contraintes auxquelles font face les enseignants. C'est facile de dire ça. Après, c'est quand justement, en plus, ils sont pas formés à accompagner, c'est facile de dire ça et de leur demander du jour au lendemain de changer du tout au tout leur pratique. Et je pense qu'on peut commencer petit. Ouais, bien et sûr. on peut commencer par peut-être des petits moments justement métacognitifs où on pose quelques questions métacognitives aux élèves et ça fait 2, 3, 5 minutes et ça permet de voir comment on peut l'intégrer un peu dans sa journée, mais de se dire qu'effectivement à terme l'idée c'est vraiment de l'intégrer dans les pratique, dans la posture, dans les gestes professionnels, dans la manière de dispenser dans sa vision pédagogique. Exactement. Et pour ça, on sait que les enseignants ont besoin de formation et d'accompagnement. Ce qui est quand même un des résultats de ma thèse et qui est quand même très encourageant, c'est de se dire qu'en fait, c'est possible. On a réussi, on l'a fait, les données nous montrent que c'est possible. Et que c'est quand même possible aussi dans un temps relativement court. C'est-à-dire que là, dans le cadre de cette formation, c'était 18 heures. Alors, il faut les trouver, les 18 heures. C'était les 18 heures du plan de formation annuel. Mais en fait, on a constaté quand même des effets très importants sur l'espace de quelques semaines, quelques mois. Les enseignants, ils ont commencé la formation en novembre et ils ont pu la déployer jusqu'en mars-avril avant qu'on revienne réaliser les observations en classe. Et les post-tests. Donc, en fait, donc là, en fait, finalement, on parle de quelques semaines, de quelques mois. Et en fait, il y a des choses qui peuvent assez rapidement se mettre en place. Et que je dis pas que c'est facile, mais en tout cas que c'est possible. C'est possible et c'est accessible. Ouais, je trouve que c'est effectivement... beaucoup de entre guillemets... injonction, responsabilité repose sur les épaules des enseignants qui en fait ont les mêmes objectifs que les parents, que les élèves puissent se développer, développer toutes les compétences nécessaires à leur bien-être, à toutes les tâches qu'ils vont réaliser tout au long de leur scolarité. Et c'est vrai que je trouve ça génial à la fois les conseils que tu donnes et de bien préciser, et même moi-même je le dis en formation, parfois on est très motivé à transformer sa posture pédagogique et sa manière de faire et on voit la valeur ajoutée de certains outils, certaines interventions, mais c'est bien aussi d'être tolérant vis-à-vis de soi-même, du temps disponible. Ça je pense que c'est hyper important de le préciser. Le fait que malheureusement dans certains établissements des enseignants un peu outsiders vont pas être toujours très soutenus aussi par leur hiérarchie. Et ça c'est intéressant. L'exemple des coni-classes. Exactement. Ça m'est déjà arrivé d'accompagner certaines classes où les enseignants disaient ça fait la 4e année que je le fais et que je n'ai pas réussi ni à embarquer d'autres collègues, je fais une petite parenthèse, mais d'autres collègues, ni aussi à avoir une forme de soutien du responsable d'établissement. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que par exemple quand on regarde donc au Royaume-Uni, il y a une fondation qui s'appelle l'Education Endowment Foundation, l'EEF, qui a justement beaucoup travaillé sur la question de la métacognition et de l'apprentissage autorégulé, et qui a publié un rapport à destination des enseignants, justement pour faire une synthèse de la littérature sur la question de la métacognition et essayer un petit peu de donner un certain nombre de recommandations. Et ils en donnent 7 des recommandations.
Et la dernière de ces recommandations, c'est l'importance en fait que les enseignants soient soutenus par l'institution, le cadre hiérarchique, les directeurs d'établissement, parce qu'en plus au Royaume-Uni il y a un fonctionnement un peu particulier où dès l'école primaire, où il me semble, les directeurs d'école sont vraiment des chefs d'établissement, donc qui ont un rapport hiérarchique avec les enseignants, ce qui n'est pas notre cas nous au premier degré, donc ils ont aussi un pouvoir en termes de formation que les directeurs d'école n'ont pas forcément, nous, dans le contexte national, mais si on élargit, c'est l'importance en fait d'être soutenu par l'institution en tant que telle, par les cadres, donc par exemple par son IEN, par les CPC qui peuvent nous accompagner, que ça constitue aussi des projets d'établissement, des projets de circonscription, des projets d'académie, et plus largement que ça soit soutenu par le national. Et ça fait partie, c'est la dernière recommandation qui en fait même pas tant à destination des enseignants, mais qui rappelle en fait cette dimension essentielle que pour soutenir les enseignants, ils ont besoin justement d'avoir ce soutien institutionnel et hiérarchique pour pouvoir développer ce type de pratique et être soutenu et être formé et outillé sur ces questions-là. Donc effectivement, c'est aussi, et c'est explicitement dit, voilà, ça fait partie des recommandations dans les leviers de l'EF, et ça fait partie effectivement des leviers. Ouais, t'as bien fait de le mentionner, et la valorisation aussi du fait qu'ils prennent des risques pour transformer leurs pratiques, qu'ils passent ce temps à se former là, quand bien même c'est des heures, voilà. Et c'est intéressant ce que tu dis, tu vois, qu'ils prennent des risques alors même que, je veux dire, au regard de la littérature scientifique, ce n'est pas prendre un risque que de faire de la métacognition. C'est aujourd'hui absolument consensuel que les approches métacognitives et qui développent l'apprentissage autorégulé sont parmi les plus efficaces. Ça, c'est largement documenté. On a plusieurs méta-analyses sur le sujet. Aujourd'hui, ça relève d'un... Oui, les résultats sont très solides. Sont solides, ils sont robustes. Alors, ça ne veut pas dire que toutes les interventions fonctionnent tout le temps dans tous les contextes avec tous les élèves, c'est pas le cas. Mais en tout cas, quand on regarde les données au niveau général, au niveau des méta-analyses, aujourd'hui... Le niveau de preuve est élevé. Les niveaux de preuve, quand ça relève aujourd'hui du consensus scientifique que ça fait partie des approches les plus efficaces. Donc, c'est pas censé être un risque que de vouloir intégrer ces éléments dans ces pratiques. Moi, je plaide aujourd'hui au regard de la littérature scientifique pour que ça constitue simplement une pierre angulaire, le b.a.-ba, un incontournable en fait de la formation et des pratiques. Justement, le risque à l'heure actuelle pour moi, c'est de se dire que on ne met pas en place ces approches-là au regard du potentiel qui a été mis en évidence par les données scientifiques. Ouais. Et c'est vrai que ce site-là, anglo-saxon dont tu parles, Education Endowment Foundation, c'est vraiment dommage qu'on n'arrive pas à avoir un équivalent franco-français, parce que je pense que d'avoir ce type de structure un peu indépendante et qui vient vraiment nourrir la réflexion sur justement la politique publique, je pense que ça donnerait une forme de légitimité aussi à toutes ces interventions. Voilà, tout ça, ça créerait un tout cohérent. Je suis convaincue que si on avait de vrais What Work Center, pas d'ailleurs que sur l'éducation, mais ça, dans le monde du travail aussi, ce serait très très utile pour transformer les organisations de travail et qu'elles soient plus vertueuses. Je suis convaincue que oui, ce serait hautement bénéfique à toutes les parties prenantes. Peut-être pour finir cette interview, est-ce que tu as des choses que tu aimerais ajouter, aussi bien sur les résultats que tu nous as présentés, sur voilà un petit peu vers quoi on peut aller dans le futur, qu'est-ce qu'il y a de prometteur aussi selon toi, et toi t'as envie d'œuvrer à quoi aussi dans... Oui, alors beaucoup de choses. Non, peut-être un élément sur lequel j'aimerais revenir, c'est que justement les données à l'heure actuelle nous montrent que les approches métacognitives sont parmi les plus efficaces et qu'elles sont particulièrement efficaces avec les profils d'élèves les plus vulnérables. Donc justement les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés, mais aussi les élèves qui vont présenter des difficultés scolaires, éventuellement aussi des troubles des apprentissages. Et ça, c'est vraiment une idée reçue sur lesquelles j'essaye, que je combats, c'est de se dire que la métacognition, ça serait justement quelque chose de réservé aux élèves déjà les plus avancés, et que ça serait, je le dis souvent comme ça, parfois on pourrait se dire que la métacognition, justement parce que c'est quelque chose de très complexe,
ça peut être considéré comme quelque chose de complexe, c'est un peu l'apanage des meilleurs élèves. Et c'est un peu la cerise sur le gâteau pour les élèves qui seraient déjà en réussite, et de se dire ah bah justement avec lui ça serait intéressant que je aille lui poser la question encore plus loin, d'aller encore plus loin, mais comment il a fait, quelle était ta stratégie, quelle est ta procédure, à quoi t'as pensé, et cette dimension de réflexivité. Et en fait les données nous montrent tout l'inverse. Alors c'est quand même intéressant évidemment de le faire avec ce profil d'élève, mais les données nous montrent que au contraire ces approches-là elles sont particulièrement bénéfiques avec les élèves qui sont le plus en difficulté. Par contre effectivement ça veut pas dire que c'est facile. Et ça nécessite de l'accompagnement, mais peut-être, voilà, je voudrais pas partir sans avoir dit explicitement aux professionnels de l'éducation, aux professionnels de terrain, ça vaut le coup de le faire aussi avec ces élèves-là, particulièrement. Ça nécessite de s'accrocher, de trouver voilà, des contournements de la difficulté souvent langagière, mais que justement c'est des élèves avec qui il faut le faire particulièrement. J'ai souvent tendance à le dire, c'est un incontournable pour tous, et particulièrement particulièrement au service de ces élèves là, et donc de le garder en tête aussi dans sa pédagogie et dans sa manière de faire au quotidien, et en fonction et dans la gestion en fait des différents niveaux qu'on peut avoir dans une classe. Donc voilà, encore une fois ça veut pas dire que c'est facile. Effectivement, c'est plus facile de le faire avec l'élève qui est plus avancé, qui est déjà en réussite, qui est en mesure d'expliciter ses processus d'apprentissage. Il le fait déjà certainement. Exactement, effectivement. Mais de garder en tête que c'est particulièrement important de le faire avec les élèves qui sont en difficulté, et que c'est avec eux qu'il y a aussi justement le plus de marge de manœuvre. En fait, c'est ça qu'on voit dans les données. C'est que les élèves issus des socio-économiques les plus défavorisés, ça leur permet de réduire l'écart qui existe avec leurs camarades plus favorisés. Je pense que t'as raison de préciser ça, et pour moi ça vient répondre à une problématique clé, celle de la gestion de l'hétérogénéité, où parfois ils se sentent vraiment dépourvus de moyens et d'outils, et je trouve que c'est génial de se dire ça c'est déjà une première brique. Effectivement. C'est vrai qu'on parle beaucoup de la différenciation pédagogique, et finalement on sait pas trop bien ce que ça peut vouloir dire en termes pratiques, mais effectivement peut-être une première piste à explorer pour cette hétérogénéité parfois très importante, c'est le développement de ces stratégies métacognitives. Et puis pour la suite, plein de choses, vraiment, comme je reviens sur ce que tu disais sur le boulevard qui m'attend et qui nous attend, les chercheurs, et en collaboration et en co-construction avec les professionnels de terrain, parce qu'effectivement, en tout cas personnellement, j'envisage pas mes recherches autrement que de cette manière-là. Justement, pour poursuivre sur la question des inégalités éducatives, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe du côté d'autres formes d'inégalités éducatives, et particulièrement la question des troubles des apprentissages en lien avec la métacognition. On a quelques données qui semblent encourageantes, répliquer ce qu'on trouve habituellement sur le sujet, mais je pense que ça mériterait encore d'être exploré, et encore une fois particulièrement dans le contexte français. Toujours la question des pratiques pédagogiques relatives à la métacognition, de comment on peut faire pour les soutenir au mieux auprès des enseignants, cette question de la formation, la question de la métacognition des enseignants qui m'intéresse aussi beaucoup, et vraiment continuer à travailler sur cette question du passage à grande échelle, la question de l'implémentation, et de comment on avance davantage vers la question des politiques publiques, et d'un changement un peu en profondeur de notre système éducatif. Un peu plus généralisé. Et par ce prisme-là, il y aurait encore plein d'autres dimensions à aller explorer vraiment d'un point de vue beaucoup plus macro, mais que ça soit un des éléments qui soit mis au devant de la scène de ce point de vue-là. Sur d'autres thématiques, il va falloir aussi prendre le temps justement de les explorer, de correctement les explorer pour savoir ce qu'on peut en tirer, et ce qu'on peut en tirer concrètement pour le terrain, parce que c'est toujours ce qui m'intéresse, c'est vraiment faire ce pont entre recherche et terrain, et de savoir véritablement ce que la recherche peut apporter à la classe, aussi ce que la classe peut apporter à la recherche, parce qu'on parle beaucoup du labo à la classe, mais j'insiste toujours aussi sur l'importance de la classe au laboratoire, et vraiment de cette collaboration et de tous ces projets co-construits avec les enseignants, avec les professionnels de terrain, qui font vraiment l'ADN de la manière dont je vois la recherche, l'ADN de ma pratique en tant que chercheuse, et qui est aussi vraiment une caractéristique fondamentale des laboratoires avec lesquels je travaille. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode d'Apprentissage et pratique éclairée. Ce podcast
fait partie des actions de sensibilisation portées par Cogix dans le cadre du projet Siconum, soutenu par l'État, dans le programme France 2030 opéré par la Caisse des dépôts. Le projet Siconum, qui réunit 17 partenaires, dont l'agence Cogix, vise à intégrer les apports des sciences cognitives dans l'éducation numérique afin d'améliorer les méthodes d'enseignement et les outils d'apprentissage. Cogix est une agence de conseil et de formation qui mobilise les sciences cognitives pour adapter le travail au fonctionnement humain. Elle accompagne les organisations en s'appuyant sur la compréhension des mécanismes cognitifs et sociaux pour améliorer la qualité de vie au travail. Si cet épisode vous a intéressé, n'hésitez pas à vous abonner au podcast pour découvrir les prochains épisodes.